Bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Ali. Je voudrais commencer par vous raconter le matin du jour qui a changé ma vie. Celui où avec mes amis, j'ai vécu l'inimaginable. Je dormais profondément quand j'ai été tiré brusquement de mon sommeil. J'étais allongé sur le ventre, à moitié réveillé. C'était un samedi et je ne travaillais pas. J'ai d'abord cru que j'avais oublié de désactiver le réveil de mon téléphone. Je tendis la main vers la commode pour attraper mon téléphone et déverrouiller l'écran, mais ce n'était pas l'alarme. Ce que j'entendais, c'était la sonnette de la porte de mon appartement. Je me redressais, m'étirais, encore embrumé, puis me levais. La sonnette insistait. En titubant à moitié dans le couloir, je marchai jusqu'à la porte et l'ouvris. C'était mon ami Jalil. « Eh Ali, t'es pas encore réveillé? On va pas t'attendre 2 heures quand même. » Sans attendre, il me poussa doucement, entra et alla s'étaler sur le petit canapé de mon 2 pièces. « Bienvenue Jalil. » Grognai-je en essayant de retrouver mes esprits. Jalil me regarda et dit « Qu'est-ce que t'attends encore? Va te préparer, on t'attend tous. » La surcharge de travail, à la limite du burn-out, et le manque de sommeil ne m'aidaient pas à retrouver la mémoire sur le champ. « Tu veux qu'on aille où comme ça ?» demandai-je à Jalil. « On en avait parlé hier soir, t'as oublié? T'as vraiment besoin de souffler beaucoup plus que nous, toi. » dit-il. Il avait raison. Il reprit. « La maison du père d'Ilias au village est vide pendant quelques jours. C'est le bon moment, là. On avait planifié d'y aller pour décompresser. Ça te revient ?» La mémoire me revenait petit à petit. J'avais réellement besoin de souffler. Mais je pensais que c'était pour le samedi prochain. « Ouais, ça me revient, mais je croyais que c'était pour le samedi prochain. » dis-je à Jalil. « T'es franchement trop fatigué, toi. C'était pour aujourd'hui. Attends, je prends une douche en 5 minutes et je prépare mon sac vite fait. »« Ok, dit-il. » Il prit la télécommande de la télé et l'alluma. Pendant que je me préparais, je passais un coup de fil à ma mère. Mes parents habitaient dans une autre ville. Mon travail m'avait éloigné d'eux. J'allais les voir parfois les week-ends, ou alors j'appelais ma mère par téléphone pour prendre de leurs nouvelles. « Allô maman ? Mes amis m'ont appelé pour passer le week-end avec eux. On va se rendre à un village. Je pourrais pas venir. Tu le diras à papa. Tu sais que je suis plus proche de toi, maman. » Ma mère me dit « D'accord mon fils, je lui dirai, mais fais bien attention à toi. » Ma mère s'appelle Hajar. Elle est une femme pieuse, très délicate et gentille, toujours souriante. Je ne l'ai jamais vue élever la voix. Elle respire la bonté. Mon père s'appelle Adil. Lui, c'est un homme dur, très dur. Quand j'étais enfant, on va dire que j'ai subi sa colère plusieurs fois. Je ne veux pas entrer dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais été traumatisé. Mais mon père m'aimait malgré tout. Il n'arrivait pas à me montrer son amour. Je me souviens que plusieurs fois, il était venu dans ma chambre. Me croyant endormi, il me couvrait avec ma couverture et m'embrassait sur le front. J'étais le fils unique de la famille. Et la famille, c'était tout pour moi. Même si mon père était un homme autoritaire, il avait bon cœur. Quant à moi, j'avais eu un parcours scolaire médiocre. J'étais un enfant difficile à élever. Et jusqu'au début de ma jeunesse, j'en avais fait voir de toutes les couleurs à mes parents. À cette époque, j'étais mal entouré. Je traînais avec des voyous et j'avais fait des choses très mal. Mais j'avais pu, malgré tout, m'en sortir en trouvant un travail décent. J'aurais pu mal tourner, mais alhamdoulilah, le travail m'avait aidé à m'éloigner de cet entourage qui me tirait vers le bas. Je gagnais bien, malgré la charge de travail très élevée. Malheureusement, je gardais des séquelles de cette période et j'étais resté distant avec mon père. Je m'étais préparé. Jalil se leva en me voyant prêt. On descendit et monta dans sa voiture. Puis il prit la route. 3 autres personnes devaient se joindre à nous. Omar, Ilias et Riyad. « Je vais te mettre un peu de musique pour te mettre dans le bain. Ça va te réveiller. » dit Jalil. « Quelle musique? Je suis encore dans le coltard. Arrête-toi devant la boulangerie, s'il te plaît. Je vais prendre quelques viennoiseries. » Lui répondis-je. Il gara la voiture à côté. Je lui demandai. « Je te prends quoi, Jalil? Tu veux manger quoi ?» Il me remercia en me disant qu'il avait déjà pris son petit déjeuner. Puis il ajouta. Vas-y, je vais passer un coup de fil aux autres. De retour de la boulangerie, je vis Jalil qui semblait énervé. Je lui demandais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui va pas? Monsieur Ilias a eu un imprévu. Il va pas pouvoir venir. Il a passé les clés de la maison à Omar. Et il lui a dit allez-y, je vous rejoindrai dès que j'aurai terminé mes affaires. On se verra ce soir ou au pire demain. D'accord, mais y a pas de quoi s'énerver, ça arrive. Omar et Riyad vont venir, non? Lui demandai-je. Oui, ils vont venir. Après avoir roulé un peu, on les avait rejoints.
Ilyas savait bien indiquer la route du village et de sa maison familiale. Jalil roulait lentement. Le but était de passer du bon temps. Après 2h30 de route, on s'était aventuré sur une route de campagne. On y roula pendant encore une demi-heure. La route était sinueuse et à un moment, elle se divisa en deux. C'était la première fois qu'on passait par cet endroit. On regarda autour de nous, mais il n'y avait aucun panneau pour nous indiquer la direction. Et Ilyas ne nous avait pas parlé de cette bifurcation. On descendit tous les quatre. On appela plusieurs fois Ilyas, mais il ne décrocha pas. Puis à un moment, on a pu la voir au téléphone. On lui demanda quelle route prendre, mais sa voix était parasitée. Et ensuite, on n'avait plus réussi à passer d'appel. On était entouré d'arbres, et le relief était fait de collines qui montaient et descendaient. Il n'y avait pas de passage pour les voitures. On attendait que quelqu'un passe pour demander le chemin, mais en vain. À un moment, on vit entre les arbres une cabane. Riyad nous dit « Allez, on y va, il y a peut-être quelqu'un là-bas, on lui demandera le chemin. » Moi et Riyad, on alla vers la cabane, et Omar et Jalil nous attendirent à côté du véhicule. Alors qu'on avançait à l'intérieur des arbres, on voyait un feu devant la cabane. Qui ferait du feu alors qu'il faisait très chaud à cette heure-ci, me demandai-je. Même si la cabane était entourée d'arbres, on arrivait quand même à la voir de là où on s'était arrêté. Riyad demanda plusieurs fois « Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Mais personne ne semblait se manifester. Il n'y avait personne autour de la cabane. Riyad ouvrit la porte et entra devant moi à l'intérieur, puis me dit « Ali, viens voir à l'intérieur. » Au moment où j'allais entrer à l'intérieur, j'entendis une voix derrière moi dire « Vous faites quoi là les jeunes ?» On sursauta sur le champ. Je me retournai et dis « On a perdu notre chemin, tonton. On a vu la cabane et on s'était dit que quelqu'un pourrait nous aider. Tu dois connaître le coin, tu peux nous aider s'il te plaît ?» Le type nous regarda de haut en bas et nous dit « N'allez surtout pas par cette route. Si vous entrez à l'intérieur, vous n'en sortirez pas. Il ne vous laissera jamais. Il gâchera vos vies. Il prendra vos familles et vos proches. Vous ne trouverez jamais la paix. » Au moment où j'allais juste lui dire qu'on voulait simplement aller au village, le type nous cria dessus. « Sauvez-vous d'ici! Allez, partez !» dit-il, puis il prit une bûche et s'avança vers nous avec menace. Riyad me dit « Allez, cours, cavale, il n'est pas normal !» On se mit à courir aussi vite qu'on pouvait. On arriva à côté d'Omar et Jalil à bout de souffle. On se retourna. Le type tenait la bûche brûlante dans sa main et continuait à nous regarder sans bouger de place. On monta tous dans le véhicule et condamna les portes. Et en racontant rapidement ce qui s'était passé, on décida rapidement ce qu'on devait faire. Jalil dit « Les gars, à cause d'un fou, on va pas mettre fin au week-end quand même. » Il sortit une pièce de sa poche. « Pile on prend la route de gauche, face on prend celle de droite. » Riyad lui dit « Et si c'était pas le bon chemin ?» lui demanda-t-il. Jalil lui dit « T'inquiète pas, on fera demi-tour, c'est tout. » Il lança sa pièce sur sa main. C'était le côté pile de la pièce. On prit la route de gauche. La route s'était allongée. Le soleil se couchait. On était très fatigués et on avait tous très faim. Jalil nous dit « On vient d'arriver, c'est bon, c'est ici. » Riyad s'arrêta. La pancarte était très vieille et illisible, effacée probablement par les ravages du temps. On descendit tous. Je regardais souvent mon téléphone. On n'avait toujours pas de réseau. On avait trouvé la maison que nous avait décrite Ilyas. Elle était juste à côté d'une maison qui avait une grande porte blanche. Omar me donna la clé et me dit « Tu peux ouvrir la porte, je cherche quelque chose dans mon sac. » Je pris mon sac sur l'épaule. J'étais le plus proche de la porte de la maison. Je mis la clé dans la serrure et la tournai dans tous les sens. Mais elle refusait de s'ouvrir. Je tournai la tête vers Omar et lui dis « On s'est trompé de maison les gars, la clé n'ouvre pas. » Dis-je en m'éloignant. Omar me répondit « Donne-moi la clé, je vais essayer. » Quand il ouvrit la porte, il me lança. « Elle était bonne ta blague. En plus tu l'avais déjà ouverte. T'as besoin de sommeil je crois. » Je restais figé, incapable de comprendre comment la porte s'était ouverte alors que j'étais sûr que la clé ne l'avait pas déverrouillée. Pendant ce temps, mes amis étaient déjà entrés. L'intérieur était sombre. La lumière de la lune éclairait faiblement une pièce qui semblait très ancienne. Une odeur étrange flottait dans l'air, difficile à décrire. Omar entra dans la cuisine et poussa un cri de joie. « On a touché le pactole les gars, il y a plein de bonnes choses à manger, venez !» Riyad et Jalil le rejoignirent. Je leur dis « Allez-y, j'ai un truc à faire. » Je voulais appeler ma mère. J'avais au fond de moi une sensation étrange. Il fallait que je l'entende. « Je mangerai après » me disais-je. Après plusieurs tentatives sans succès, je laissai mon téléphone sur la table basse devant la banquette et allai rejoindre mes amis. Ils avaient rempli la table de nourriture et se goinfraient déjà. Jalil me lança. « Allez, allez, viens, regarde tout ce qu'Ilyas a fait préparer pour nous. » Je m'assis à côté d'eux et commençai à manger un peu.
Quand Omar se mit à tousser, on pensa d'abord qu'il avait avalé de travers. Alors on lui tapota dans le dos. Mais il ne réagissait plus. Il s'étouffait vraiment. On se leva tous d'un bond pour l'aider. Il fallait agir vite. Je sortis en courant jusqu'à la maison la plus proche. Je frappai à la porte, mais personne ne répondit. Les rues étaient désertes, aucune lumière aux fenêtres. Je retournai à la maison. Elle était plongée dans le silence. Omar était allongé au sol. Riyad était agenouillé à ses côtés. Jalil restait debout, figé en sueur. Je courus vers Omar. « Qu'est-ce qui s'est passé? Omar, tu vas mieux ?» Il hocha la tête pour dire que oui. Jalil montra une boule de poil sur le sol et dit « C'est ça qui a failli le tuer. C'est pas possible. Comment t'as loupé ça? Ça se voit à 1 mètre. » Je demandai à tout le monde de ne plus toucher à la nourriture et de tout jeter à la poubelle. On quitta la cuisine en soutenant Omar pour l'installer sur la banquette. Riyad s'assit sur une chaise à côté de lui. Moi et Jalil, on s'assit sur le canapé en face. C'est quoi ce village? Y a personne dehors, j'ai frappé chez les voisins. Personne n'a répondu. Dis-je, Riyad répondit. Laisse tomber, on est là pour 2 jours. On n'a pas besoin de les connaître, ils sont juste pas très accueillants dans le coin, c'est tout. Jalil demanda. Y a des nouvelles d'Ilias? Non, j'ai essayé d'abord d'appeler ma mère, mais y a pas de réseau. Ilias est censé arriver ce soir ou demain. Jalil se leva. Je vais au lavabo, je reviens. Quelques secondes plus tard, il revint au salon. Il avait l'air énervé. Je lui demandai. Y a un problème, ça va pas? Il me répondit froidement. Qu'est-ce que ça peut te faire si ça va ou pas? Riyad intervint. Il t'a rien dit de mal. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Jalil répondit. Ferme-la toi aussi, si tu veux pas que je te défonce. Je fis un signe à Riyad de ne rien dire. Jalil s'installa dans un fauteuil au coin du salon, bras croisés. Son regard était froid. Quelques secondes plus tard, il se mit à rire. D'abord discrètement, presque inaudible. Puis son rire devint de plus en plus fort. Il riait à gorge déployée avec des gestes absurdes. Il commençait sérieusement à m'énerver. Je me levai pour aller me passer de l'eau sur le visage. Mais la porte était fermée. Je pensais qu'elle était coincée. Je tournai la poignée dans tous les sens pour débloquer le loquet. Et là, j'entendis la voix de Jalil de l'intérieur. « Attends, j'en ai pour 2 minutes, je vais sortir. »« C'est toi Jalil à l'intérieur ?»« Bien sûr que c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? J'ai mal au ventre, j'ai mangé un truc qui passe pas. » Je restais figé. Qui était vraiment dans la salle de bain si Jalil était dans le salon? Bismillahirrahmanirrahim, prononçai-je la formule sacrée en descendant les escaliers. Riyad était toujours sur sa chaise, je lui demandais. Il est parti où? De qui tu parles? De Jalil, il est où? Dis-le-moi vite s'il te plaît. Il allait se coucher dans la chambre à côté. Omar était toujours allongé sur la banquette. Il leva la tête vers moi et dit d'une voix faible. Laisse tomber, il a peut-être besoin d'être seul. Je hochai la tête sans répondre et me dirigeai vers la chambre voisine. Elle était vide. Au moment où j'entendis des pas d'escalier, je retournai rapidement au salon. Jalil descendait tranquillement, les sourcils froncés. « C'est quoi ce boucan? Qu'est-ce qui se passe? On vous entend depuis l'étage. » Omar se redressa, confus. « Jalil, attends, on t'a vu entrer dans la chambre tout à l'heure. Comment tu peux descendre les escaliers maintenant? Tu nous as crié dessus, on était tous là. » Jalil le regarda, incrédule. « Attends, tu vois pas que je suis juste en face de toi? J'étais au lavabo en haut. J'avais mal au ventre. Et même Kali essayait de forcer la porte pour entrer. » Je restais figé. Omar semblait vouloir trouver une explication rationnelle à tout ça. « Je crois qu'on est tous fatigués. » Finit-il par dire. « On ferait mieux de dormir les gars. » La maison comptait 2 étages, mais à notre grande surprise, seulement 3 vrais couchages. L'un de nous 4 allait devoir dormir à même le sol. On s'était mis d'accord. Omar et Riyad dormiraient dans la chambre d'invités, tandis que Jalil et moi prendrions le salon. On fit un pile ou face pour savoir qui aurait la banquette. Je perdis, allongé dans mon sac de couchage. Je jetais régulièrement des coups d'œil sous la banquette. Je me disais que si je voyais ne serait-ce qu'une souris, je me relèverais aussitôt. Pas que j'avais une vraie phobie, mais j'en étais pas loin. Jalil et moi bavardions encore un peu à voix basse quand un bruit sec nous coupa net. Quelqu'un frappait à la fenêtre. On se figea. On échangea un regard, puis on s'approcha prudemment. Je tirai doucement le rideau. Personne. Il était pourtant très tard. Ce n'était pas sûrement un enfant. Personne ne laisserait un gamin dehors à cette heure, surtout dans ce genre de village. Et il n'y avait aucun bruit dehors. Pas un pas, pas un souffle de vent. Rien. On regagna nos places. Mais l'ambiance avait changé. Le silence était plus lourd. Chacun de nous s'enfonça dans ses pensées. On avait du mal à fermer l'œil. En pleine nuit, un bruit me réveilla. C'était des pas. J'avais du mal à ouvrir les yeux. Quelqu'un marchait dans la maison. Mais le sommeil était si lourd que je n'arrivais pas à bouger, encore moins à parler. Je finis par fermer les yeux. Je me réveillai à 9 heures. Jalil dormait toujours sur la banquette.
Je me levai et allai à la chambre d'à côté. Riyad dormait encore. Mais Omar n'était pas là. Je fis le tour de la maison, allai aux toilettes, à la salle de bain, mais il n'y était pas non plus. Je pris mon téléphone sur la table basse et sortis dehors. Les rues étaient vides, personne. J'essayai de passer un appel, mais il n'y avait toujours pas de réseau. Ilyas, lui non plus, n'était pas rentré. Je rentrai à la maison. Jalil venait de se réveiller. Omar a disparu, lui dis-je. J'ai cherché partout, il n'est pas là. Cette nuit, dit Jalil, je me suis levé pour aller aux toilettes. J'ai entendu Omar parler dans sa chambre. J'ai pensé au début qu'il parlait au téléphone. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de réseau. C'était peut-être avec Riyad. En tout cas, quand je suis ressorti, il ne parlait plus. J'ai pas voulu déranger. Quand Riyad se réveilla à son tour, on lui demanda s'il avait vu Omar. Non, j'ai dormi toute la nuit. Je me suis même pas levé une seule fois. Dit-il. On décida de sortir tous les trois pour chercher de l'aide dans le village. Mais dehors, toujours personne. Ce n'était pas normal. Dans un village, les gens se réveillent tôt. Là, c'était comme si tout le monde dormait encore. Un silence étrange régnait. On marcha un moment et on arriva devant un café. Fermé, vide comme le reste. Soudain, un bruit derrière nous. On se retourna tous en même temps. Un petit garçon venait de passer. Il portait une capuche. Il ne nous regarda même pas. Il continua son chemin lentement. Je n'avais pas pu voir son visage. On lui parla, mais il continuait d'avancer. « Hé petit, attends-nous. Où sont tes parents ?» Il était à une dizaine de mètres devant nous. Il s'arrêta, toujours dos à nous, puis se tourna légèrement de profil. Il fit un geste de la main, comme pour nous dire de le suivre. Il marchait vite. On le suivait. Après un moment, on commença à entendre des bruits de percussion. On s'était dit qu'il y avait peut-être un mariage, que les villageois étaient tous là-bas. Puis on vit une foule. L'enfant courut et se mêla à elle. Mais ce n'était pas un mariage. Il y avait des pleurs, des gémissements, des cris de douleur. Je regardais les visages, mais il n'y en avait pas. Les gens n'avaient pas de visage. En regardant mes amis, je vis la peur dans leurs yeux. Eux aussi avaient vu. Au milieu de la foule, un feu brûlait. Ces êtres sans visage tournaient autour lentement. Jalil m'attrapa le bras. « Regarde ça !» Dans le cercle, il y avait une créature, moitié homme, moitié animal. Elle bougeait de manière bizarre. J'avais l'impression que ses membres étaient mal attachés. Un Nas Nahas, une de ces créatures que ma grand-mère racontait dans ses histoires anciennes. Ou alors un djinn qui avait pris cette forme et essayé de me toucher à travers un rêve ou la réalité. « Il faut qu'on parte discrètement. Vite !» dit Jalil. On recula lentement. Je me mis à prier intérieurement. Ces choses se figèrent. Elles s'étaient tournées vers nous et restaient là, immobiles comme des statues. Dès qu'on ne les vit plus, on se retourna, on marcha vite vers la maison. Mais la route semblait s'être rallongée. Le soleil était presque couché. On se mit à courir. Je regardais les fenêtres des maisons. Il y avait du mouvement à l'intérieur, comme si on nous observait. Le village était silencieux. On n'entendait que nos pas et nos respirations. Puis, soudain, un troupeau de chèvres apparut juste devant nous. Elles étaient immobiles, les yeux fermés. Personne avec elles. Je ne savais pas que les chèvres pouvaient dormir debout. On décida de les contourner, au cas où un chien de berger serait caché dans un coin. Le soleil était presque tombé. Je me retournai une dernière fois vers les chèvres. L'une d'elles ouvrit les yeux. Mon cœur s'arrêta un instant. Ses yeux étaient rouges brillants. Une autre ouvrit les siens, puis une autre. Je me retournai et continuai à marcher vers la maison, sans m'arrêter, en priant encore plus fort. Arrivé à la maison, on était soulagés de nous en être sortis. On préparait nos affaires pour quitter cette maison. « Et Omar, qu'est-ce qu'il va devenir ?» demandai-je à mes amis. « On peut pas partir de ce maudit village sans le retrouver. » Répondit Riyad. C'était le soir. On ne voulait pas, et on ne pouvait pas quitter la maison. On n'avait pas d'autre choix que d'attendre Omar. Le temps s'était comme figé. On était tous assis. Quand minuit sonna, c'était comme si une éternité s'était écoulée. Les téléphones ne captaient toujours pas. On avait commencé à avoir très peur quand quelqu'un frappa à la porte. On se leva. Jalil était le plus proche. « Qui c'est ?» dit-il. Personne ne répondait. « N'ouvre surtout pas la porte » lança Riyad. On attendit quelques secondes, puis on frappa de nouveau. La voix était celle d'Omar. Jalil ouvrit aussitôt. Omar entra dans la maison. On le prit dans nos bras. On était soulagés de le voir rentrer. Il n'y avait plus rien qui nous retenait ici. « J'ai des choses importantes à vous raconter, » dit-il.
Tu nous raconteras ça plus tard en route, faut pas qu'on traîne dans ce lieu maudit. Lui dis-je, mais Omar cherchait à nous calmer, à nous rassurer. Il essayait de nous convaincre de rester. Et il t'est arrivé quelque chose de grave ou quoi? Lui lança Jalil. Quelqu'un t'a fait boire un truc? On t'a dit qu'on peut plus rester ici. Et en plus tu racontes n'importe quoi. Eh c'est bon, s'interposa Riyad. C'est déjà tendu comme ça. Laisse-le terminer de parler. Déjà que tout est bizarre, écoutons-le. Vas-y raconte, mais termine vite s'il te plaît. Dit Jalil. Omar écarta ses bras en les posant sur les accoudoirs. Puis, il prit son temps et se mit à parler comme s'il nous racontait une histoire. Comme si rien d'étrange ne s'était produit. Il n'y avait rien d'étrange ni de choses qui faisaient peur dans ce qu'il nous racontait. C'était juste des choses sans aucun rapport entre elles. Il parlait uniquement pour nous faire perdre le temps. Pendant qu'il parlait, il s'arrêtait régulièrement, regardait le plafond et grimaçait parfois. Alors qu'il parlait, on voyait des ombres à travers les fenêtres, des mouvements comme si on courait autour de la maison. Et par moments, on frappait à la porte. Et par moments, on voyait des visages effrayants nous regarder. Omar, quant à lui, continuait à parler et à raconter des choses incohérentes. On était tous tétanisés par la peur, on avait du mal à respirer. Ce qui nous faisait peur, ce n'était pas Omar, ni les choses qui étaient dehors, mais cette créature, mi-homme, mi-chèvre, ce Nas, qui se tenait au coin de la chambre. Omar continuait à prononcer des choses incohérentes, puis incompréhensibles. Il s'était mis à parler dans une langue que l'on ne comprenait pas. Il se leva, s'avança vers la porte de la maison, se tourna vers nous, nous sourit et dit « Le dîner est servi ». La porte était entièrement ouverte. Un vent glacial s'était engouffré à l'intérieur. « Allez, cavalier, faut pas rester ici. Courez jusqu'à la voiture !» criai-je à Jalil et Riyad. Alors que moi et Jalil, on s'était jetés dehors. Riyad avait attrapé Omar par le bras et essayé de l'entraîner dehors. Il n'avait pas compris que ce n'était pas Omar. Ou alors, il ne voulait pas y croire que ce n'était pas lui. Ils étaient amis d'enfance, ils avaient grandi ensemble. On s'arrêta pour aller chercher Riyad, mais la porte de la maison se referma sur lui, avec cette copie d'Omar et l'autre créature à l'intérieur. Riyad criait à l'intérieur, on revenait sur nos pas, on essayait d'ouvrir la porte, mais elle était bloquée. Moi et Jalil, on frappait de toutes nos forces, mais elle tenait debout. On se précipitait vers la fenêtre. Riyad était encerclé par des dizaines de créatures affreuses. Je priais pour que ce ne soit qu'un cauchemar, mais soudain, la maison prit feu de l'intérieur. On voyait notre ami Riyad disparaître dans les flammes. Ça n'avait plus aucun sens de rester une seconde de plus. On courait jusqu'au véhicule. Ma raison refusait d'accepter que mes deux amis avaient disparu dans les flammes. Jalil restait muet jusqu'à la sortie du village. Il restait très étrange. À voix basse, je lui demandai « Jalil, ça va ?» Il ne répondit pas. Je regardais ses ongles. Elles étaient noires. Ses yeux, entièrement noirs, avec les pupilles rouges luisantes. J'avais voulu sauter du véhicule, mais il roulait trop vite pour ça. Je tirai le frein à main, ouvris rapidement la porte et me jetai dehors. Jalil, ou la chose qui se faisait passer pour lui, était toujours dans la Jeep. J'étais sur le point de perdre la raison. Dans quel maudit village on était venu? Il n'y avait personne pour nous aider. Pourquoi cela nous était-il arrivé, me disais-je. Puis, le véhicule prit feu. J'entendais des bruits de pas qui couraient vers le feu. C'étaient encore ces entités maléfiques qui se mirent à tourner autour des flammes. Alors que j'entendais des cris, des gémissements, des pleurs. Je me mis à courir. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Je priais. Les voix diminuaient. Après avoir couru autant que je le pouvais, je marchais dans la nuit. C'était le commencement du crépuscule. J'arrivais à la bifurcation de la route. J'étais très fatigué et j'avais soif. Je m'asseyais par terre. Je m'adossais au tronc d'un arbre. Mais ma tête heurta quelque chose de dur. Avant que je ne m'évanouisse, j'entendis les bruits de pas de quelqu'un qui venait vers moi. Je ne sais pas combien de temps j'avais été inconscient, mais quand j'ouvris les yeux, je me trouvais dans une chambre dans le noir. Je me levai tant bien que mal et ouvris la porte. Je me retrouvais dehors. Il y avait un homme assis sur une chaise. C'était le type qu'on avait pris pour un fou. Je me retrouvais devant sa cabane. Il me demanda « Comment tu te sens ? Ça va mieux, fiston ?» Je me mis à regarder ses jambes, ses mains. Le type me sourit. « Je ne suis pas un des leurs, fiston. N'aie pas peur. Je ne sais pas comment tu leur as échappé, mais Allah t'a donné une seconde chance. Ne reste pas ici. Rentre chez toi et ne reviens plus jamais ici. » Je n'arrivais pas à parler. La faim et la soif m'en empêchaient. Il prit la carafe d'eau posée sur la table.
versa un verre et me le tendit. Je bus à grande gorgée. Alors que je buvais, il me dit « Ne perds pas de temps. Rentre chez toi, allez vite. » Je me mis à marcher vers la route sans me retourner. Je marchais pendant une dizaine de minutes. Puis, j'entendis le bruit d'un moteur. Une camionnette venait derrière moi. Je fis un geste pour qu'elle s'arrête, mais elle ne ralentissait pas. Je me mis à supplier. Elle ralentit enfin et s'arrêta. Je ne voulais pas rentrer chez moi. Je voulais aller chez mes parents. Le type, voyant ma détresse, accepta de me déposer là-bas. Je le remerciai des milliers de fois. Je frappai à la porte une dizaine de fois. Personne n'ouvrit. Je retrouvai la clé sous un pot de fleurs à côté de la porte. J'entrai à l'intérieur. J'allais directement dans la cuisine pour boire et manger. Je retrouvais un peu de force, mais j'étais épuisé. Je m'allongeais sur le canapé du salon. Je réfléchissais à tout ce que j'avais vécu. J'avais du mal à réaliser. Quelques instants plus tard, la porte de la maison s'ouvrit. C'était ma mère. Elle entra dans le salon. Elle avait l'air fatiguée et triste. Je bondis du canapé et la pris dans mes bras. Ma mère se mit à pleurer. « Où étais-tu, mon fils ? Maman, j'ai vécu des choses horribles pendant 2 jours. » Elle me regarda choquée. « 2 jours ? Mon fils, tu as disparu depuis 2 semaines. Les familles de tes amis aussi vous recherchent. Où est-ce que vous êtes passé ?» Je commençais à lui raconter tout ce que j'avais vécu depuis le début. Ma mère m'écoutait, stupéfaite, puis elle me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes, mon fils ? Si seulement les familles de tes amis t'entendaient, elles s'effondreraient. Maman, s'il te plaît, n'en parle à personne. Je veux pas que papa l'apprenne. » Elle baissa la tête. « Ton père n'est plus là, mon fils. Il est où, papa ?» Elle garda le silence. « S'il te plaît, maman, qu'est-ce qui est arrivé à papa ?» Ma mère baissa les yeux et se mit à parler. « Le soir où j'ai annoncé à ton père que tu partais, il était très inquiet. Il n'arrêtait pas de dire si seulement il n'était pas parti. J'ai un mauvais pressentiment. Je lui disais, t'inquiète pas, il revient dans 2 jours. C'est pas la première fois qu'il part. Il est avec ses amis, et puis notre fils vit déjà seul dans une autre ville. J'essayais de le rassurer. Mais lui répétait, je suis pas rassuré, appelle-le maintenant. Qu'il n'y aille pas, et qu'il vienne ici. Attends, je vais l'appeler. Il t'a appelé plusieurs fois, mais ton téléphone ne captait pas. Il faisait les 100 pas dans la maison. Je lui ai dit que peut-être ton téléphone avait plus de batterie et que j'allais t'appeler le matin. Ton père est allé dans sa chambre. Il s'est allongé. Il dormait. Le matin, je me suis réveillé. J'ai pris mes ablutions pour prier. Ton père avait terminé sa prière. Il était encore sur le tapis. Il répétait la même supplication. Je me suis approché pour mieux entendre et il disait « Sauve mon fils de cet enfer ». Il pleurait. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Puis il s'est levé et il est allé se recoucher. Quand j'ai terminé la prière du matin, je suis allé le voir pour lui demander pourquoi il pleurait. Il voulait pas me répondre, mais j'ai insisté. Alors il m'a raconté. Il m'a dit « J'ai vu Ali ». « Khair, Inch'Allah », je lui ai dit, que ce soit un bon présage. Il a continué. Il était dans une fosse, recouvert de serpents et de scorpions. Des dizaines de créatures sans visage l'empêchaient de sortir. Puis elle a pris feu. Ali hurlait, des cris horribles. Je suis sûr que notre fils est en danger. La seule chose que je veux, c'est le voir revenir vivant. Ce matin-là, il s'est rendormi, mais il s'est jamais réveillé. Les médecins ont dit que c'était une crise cardiaque. Je sais pas, mon esprit est confus. Elle termina et partit vers la cuisine. Ce qu'elle m'avait raconté m'avait troublé. Je ne savais pas que mon père m'aimait autant. Je la rejoignais. Elle était assise sur une chaise avec la montre de mon père dans les mains. Elle pleurait. Je la pris dans mes bras. Et moi aussi je me mis à pleurer. J'étais obligé de raconter aux familles de mes amis ce qu'il s'était passé. La police fut mise au courant. Et les recherches avaient repris. Elias s'était joint aux recherches. Quand je lui avais demandé pourquoi il n'était pas venu avec nous, Elias m'avait répondu. J'ai essayé de vous appeler, mais comme j'arrivais pas à vous avoir au téléphone, j'ai appelé un voisin du village. Le voisin m'a dit qu'il vous avait pas vu arriver. Alors j'ai pensé que vous aviez changé d'avis, que vous étiez pas venu au village. Je lui avais alors indiqué la maison dans laquelle on était allé. Mais il m'avait répondu. C'est pas mon village, ni ma maison. C'est là que j'avais compris, on avait pris un mauvais chemin. Elias m'avait dit qu'il fallait prendre la route de droite, pas celle de gauche. Il n'y avait aucune trace d'incendie dans la maison. La voiture, elle, n'a jamais été retrouvée. Les corps de mes amis furent découverts à environ 3 kilomètres du village abandonné. Les familles me tenaient pour responsable, mais la police conclut qu'ils avaient succombé à une attaque d'animaux féroces. Plusieurs années ont passé. Ce que j'ai vécu m'a profondément marqué. Je ne laisse jamais ma mère seule et prends soin d'elle. Je fais tout pour être quelqu'un de bien, pour que mon père soit fier de moi où qu'il soit. Les vrais pères de famille
même s'ils ne disent pas toujours je t'aime, aiment leurs enfants plus que leur propre vie. Je fais tout pour oublier ce village. J'ai arrêté toutes mes mauvaises habitudes et je m'efforce désormais de suivre le droit chemin. Parfois, les épreuves les plus sombres nous montrent la lumière qu'il nous reste à trouver. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.